Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Bienvenue à vous sur cette scène à mes côtés pour une petite séquence descriptive en quelque sorte pour nous éclairer sur cette étude donc, que vous avez menée, les enseignements qui en ressortent. Alors une première question, cette étude-là, elle est toute fraîche. Hein, quelle méthodologie avez-vous suivie pour la réaliser? Bien. Alors, nous avons la genèse, au fond. Voilà, on a déployé pour l'UMM un dispositif assez ambitieux, puisque c'est pas moins de 4800 personnes qui ont été interrogées. Alors pourquoi 4800? Eh bien, pour avoir des bases de répondants suffisantes sur chacune des 12 grandes régions métropolitaines, Corse exceptée. Donc 400 interviews dans chacune des 12 régions, remis ensuite à leur poids démographique respectif. Et donc c'est un échantillon de quasiment 5000 personnes. Donc pour pouvoir, encore une fois, regarder les choses dans le détail, notamment au plan géographique. Alors on va voir que on a certaines spécificités régionales, mais que les grands enseignements, les grands constats sont assez homogènement et unanimement partagés. Et pour rebondir sur ce que vous indiquiez, un des enseignements forts, c'est qu'il y a eu sans doute, depuis quelque temps maintenant, une véritable prise de conscience du caractère très prioritaire de la question de la réindustrialisation du pays. Ça fait un moment déjà que ces thèmes étaient en train de monter dans l'opinion, mais sans doute que la crise Covid a accéléré cette prise de conscience dont les résultats de l'enquête témoignent. Donc comment vous avez choisi les régions en particulier? Comment vous avez fait votre tri, si j'ose dire? Alors là, c'est une méthode assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on a des échantillons qui sont représentatifs de chacune des régions en s'appuyant sur les statistiques du recensement de l'INSEE. Ok. Au regard des enseignements que vous en avez tirés, région par région, si on élargit, si on regarde la carte de France au niveau national, qu'en ressort-il? Alors, eh bien, plusieurs enseignements. Tout d'abord, on a 2 tiers des Français qui considèrent que de nombreux territoires français sont en déclin. Et nous en avons 40% qui considèrent que donc 4 Français sur 10, que leur propre territoire est en déclin. Donc il y a un sentiment de déclin qui est très prégnant. Vous allez recevoir et vous avez reçu un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Cette élection se déroule dans un contexte d'opinion où la thématique du déclin du pays est très fortement présente. Deuxième enseignement est tout à fait majeur de notre point de vue. Quand on interroge les Français sur les causes prioritaires ou principales de ce déclin, la réponse fuse de manière immédiate. C'est d'abord la fermeture des usines et la désindustrialisation qui est la cause perçue par une majorité de nos concitoyens de ce déclin qui est, j'allais dire, assez communément admis. Donc ça, c'est un enseignement qui est majeur puisque le lien est fait entre désindustrialisation et déclin des territoires et plus globalement, déclin de la France. Voilà, ça, c'est ce que les Français repèrent d'emblée, ce que vous nous dites. La baisse du pouvoir d'achat, par exemple, est-ce qu'elle est plus ou moins identifiée selon les zones, les déserts médicaux? Comment l'expliquez-vous d'ailleurs? Bien sûr, la crise Covid est passée par là. On a ces disparités. Oui, alors il y a des disparités. On voit notamment, alors que, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur pas mal de questions, on a une homogénéité des réponses. En revanche, sur par exemple la question de savoir est-ce que mon territoire est en déclin, on a un clivage géographique qui est bien connu, mais qu'on observe une nouvelle fois dans cette enquête. En gros, toute la façade atlantique se considère moins comme étant en déclin. Et tout le quart nord-est de la France, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, se considèrent, elles, davantage comme en déclin, avec des scores qui montent parfois à 50%. Il y a une vraie différence de ressenti, donc. Il y a une vraie différence. Mais alors, c'est pas que du ressenti, hein, il y a du vécu. Et là encore, on voit le rôle de notre histoire industrielle dans ces perceptions qui sont différenciées. Je me permets de renvoyer une enquête que l'IFOP a réalisée il y a très longtemps, puisque l'IFOP est une vieille maison, pas aussi vénérable que la vôtre, mais on existe depuis un moment. Et on avait interrogé, moi j'étais pas là, mais on avait interrogé à l'époque les Français en 1960 sur le sentiment ou pas que leur région était plutôt en avance, plutôt locomotive ou plutôt en retard. Et ce qui ressortait à l'époque, c'était que toute la France du Nord-Est, la plus industrialisée, se percevait comme étant la locomotive du pays, alors que toute la façade ouest, début des années 60, se percevait comme étant en retard, notamment dans des régions comme la Bretagne. Quand aujourd'hui, 2015, l'IFOP a reposé exactement la même question, de manière sidérante,
on a vu les scores et les résultats s'inverser totalement. Ouais. Encore une fois, je me permets de faire une petite parenthèse avec l'actualité qui nous occupe tous, la campagne électorale. Tout ça aussi permet d'expliquer les disparités de scores et de résultats électoraux entre la façade atlantique et le Grand Est ou le quart nord-est du pays. Et donc, ce sentiment d'un déclin lié de manière tout à fait manifeste à la disparition ou à l'affaiblissement de l'industrie est beaucoup plus ressenti dans les régions, assez logiquement, qui ont été les plus durement frappées au cours des dernières décennies. Alors ça, c'est effectivement, ça nous permet un petit peu de revenir en arrière et de comprendre comment ça a cheminé. Jérôme Fourquet, vous avez signé La France sous nos yeux, votre dernier ouvrage, entre autres. Vous expliquez le déclin, comment les Français en général perçoivent-ils aujourd'hui le déclin de l'industrie, comment ils le caractérisent, comment ils l'analysent? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont pointées du doigt par nos concitoyens. Tout d'abord, la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre, c'est toute la thématique des délocalisations. Dans le diagnostic qui est partagé par les Français, c'est un point important pour vos actions de conviction que vous devez mener. La question du coût et la question des charges est également pointée du doigt, de la même manière que tout ce qui tourne autour de, j'allais dire, la réglementation et tout toute la dimension juridique qui est perçue là aussi par une grande partie de la population comme étant des freins ou des verrous à la compétitivité de nos industries. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez qu'avant d'entamer des actions, il y a une bataille de l'opinion à mener. Et cette bataille, vous l'avez en grande partie gagnée puisqu'il y a un consensus qui est très largement partagé. 3/4 des Français qu'on a interrogés dans cette enquête considèrent que les questions industrielles ne sont pas suffisamment abordées dans le cadre de la campagne. 3/4 d'entre eux. 95% considèrent que la thématique de la réindustrialisation doit être une thématique prioritaire pour la présidentielle. Donc il y a un vrai, fort, véritable attachement des Français à l'industrie, hein, très évident au fond. Alors quand on regarde un peu cette image détaillée, on a plus de 90% des Français qui sont attachés au Made in France. C'est ce qu'on comprend, ouais. Ces chiffres, bon, ils sont forts, mais il faut regarder dans le détail. Là, c'est un total. Est-ce que vous êtes très ou assez attaché? Il y a un ventre mou souvent. Mais les personnes qui se déclarent très attachées au Made in France, par exemple, c'est la moitié de la population. Donc on a un bloc d'à peu près 50% de la population qui se considère comme étant très attachée. Si on rentre un peu plus qualitativement dans les réponses, 92% de nos concitoyens considèrent que vous fabriquez des produits de qualité, 91% que l'industrie fait partie intégrante de notre patrimoine. Et donc c'est pour ça aussi que quand une usine ferme, ce n'est pas uniquement des emplois qui s'en vont, c'est également une fierté, une histoire, une identité qui est mise à mal. Dans le livre que vous avez cité, on a intitulé un de nos chapitres « Que reste-t-il quand l'usine a fermé ?» Donc c'est pour bien montrer que ce n'est pas uniquement des questions d'emploi qui se jouent, mais également des questions d'identité, de fierté qui sont intimement liées à toutes ces questions. De la même manière, 85% des sondés considèrent que l'industrie participe au rayonnement de notre pays à l'international. Et de ce point de vue-là, je reviens un petit peu sur la question du Covid. Il y a une blessure d'orgueil très forte, d'orgueil national, quand les Français ont constaté qu'au pays de Pasteur, accessoirement aussi au pays de Sanofi, la France n'avait pas été capable de produire son propre vaccin. C'était le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité qui n'avait pas son propre vaccin. Autre élément d'effarement et de sidération, toujours sur cette crise Covid, quand les Français ont appris qu'il n'y avait plus 1 gramme de paracétamol qui était fabriqué sur le territoire national et qu'il y avait 5 ou 6 sites uniquement qui étaient en capacité de fabriquer des masques. La dernière usine qui fabriquait des masques FFP2 était située dans le département des Côtes-d'Armor, était fermée il y a quelques années après un rachat par un groupe américain, et le prix des machines, les machines ont été vendues au prix de la ferraille au moment du démantèlement du site. Tout ça a produit des effets très traumatisants dans la population et la crise Covid est donc venue encore un peu plus amplifier, j'allais dire, la demande de l'opinion publique sur des efforts de réindustrialisation. Il faut bien qu'on mesure collectivement que du coup, le climat d'opinion a beaucoup évolué sur ces questions par rapport au début des années 2000.
Au début des années 2000, nous étions dans un contexte où il y avait une espèce de consensus mou de la part de nos élites économiques et politiques sur le thème un petit peu de la fatalité historique de la désindustrialisation. De la même manière qu'on avait dit adieu à l'agriculture, eh bien, le secteur secondaire, à son tour, était amené à péricliter, mais ce n'était pas si grave. C'était une espèce de loi de l'histoire, et nous allions rentrer dans l'âge radieux du tertiaire et de ces métiers à haute valeur ajoutée. C'est à l'époque qu'un certain Serge Turuc théorise les entreprises fabless sans usine. C'est à l'époque, début 2000, que le ministère de l'Industrie cesse de devenir un ministère de plein exercice. C'est à l'époque que, quand l'usine AZF de Toulouse explose, beaucoup de décideurs tombent à bras raccourcis sur cette industrie polluante, dangereuse, etc., etc. Depuis lors, encore une fois, il y a un basculement d'opinion qui s'est opéré, sans doute aussi, et le prix à payer a été très lourd pour cette prise de conscience, sans doute aussi parce que, et vous le savez mieux que quiconque, la désindustrialisation a poursuivi ses ravages pendant toutes ces années. Si on se base sur les chiffres du cabinet Trendéo, ne serait-ce que sur la période 2008 à nos jours, alors 2008 c'est la dernière grande crise économique que le pays a connue, entre 2008 et aujourd'hui, la France a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Pour ceux que ça intéresse, on a publié la carte dans notre livre, et à l'heure où on parle de bruit de bottes en Ukraine, le territoire national apparaît comme un gigantesque champ de bataille, constellé d'impact. Aucune région, aucune filière n'a été épargnée. Vous le savez également, l'industrie, c'était encore un quart du PIB au début des années 80. On est royalement à 11 ou 12% aujourd'hui. Et donc, à force de creuser, les Français ont pris conscience de l'ampleur des dégâts et du désastre et demandent aujourd'hui de manière assez véhémente des actions en faveur de la réindustrialisation. Alors, il les demande évidemment, ces actions aux candidats à la présidentielle. On en a écouté deux ce matin, Anne Hidalgo et Éric Zemmour. On va écouter Valérie Pécresse, Marine Le Pen dans quelques instants. Justement, dans cette campagne, est-ce que les Français jugent suffisant la place de l'industrialisation? Est-ce qu'elle est à la bonne place dans le traitement qui est fait par les candidats, Jérôme Fourquet? Non, ce qu'on disait tout à l'heure, 75% d'entre eux, 76% exactement, considèrent que ces sujets ne sont pas suffisamment évoqués. Et vous l'avez rappelé, l'enquête a été reconduite mi-janvier. Donc on était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, à un moment où cette actualité-là n'avait pas phagocyté complètement le débat public. Et déjà à cette époque-là, on considérait que la question de la réindustrialisation n'était pas suffisamment évoquée. Quand on interroge, et ce n'était pas le cadre de cette enquête, les Français sur, d'une manière générale, leurs préoccupations économiques, ils vous parlent bien évidemment de la question du pouvoir d'achat, mais la question de la réindustrialisation et la réouverture de sites industriels arrive sur les questions économiques très rapidement derrière, souvent en deuxième ou troisième position. Donc la feuille de route pour les candidats est assez claire. Encore faut-il qu'il y ait des propositions qui soient à la hauteur. Quand on interroge les Français sur concrètement ce qu'il faut faire... Oui, parce que les Français aussi sont partie prenante et effectivement, ils font des suggestions. Vous avez pu notifier effectivement voilà. et observer des propositions très concrètes qui peuvent être soufflées aux candidats. Alors qu'on les a un peu aidés à les formuler. Léger. Entre nous. Voilà, mais quand on demande, par exemple, sur le fait que est-ce que ça nécessite une forte implication de l'État, 90% adhèrent à cette idée, que ça passe par un investissement dans les industries de pointe, c'est également 90%, que ça nécessite de réduire les charges des entreprises, 83% adhèrent à cette idée, que ça nécessite également de moderniser le droit du travail, 80%. Vous voyez qu'on n'est pas sur du 55-60, c'est des scores qui sont massifs. Et l'item qui arrive tout en bas, ce n'est pas anecdotique, nécessite la réindustrialisation, nécessite de favoriser les investissements étrangers. C'est que 51% des Français qui sont favorables. Alors on peut le lire de deux manières. D'une part, le lien qui est fait avec l'indépendance et la souveraineté nationale, dont il a été beaucoup question, notamment dans la crise Covid, et dont il est de nouveau question avec cette crise ukrainienne. Et puis l'autre élément, je prenais tout à l'heure l'exemple de ce qui s'était passé pour cette usine de masques. On a aussi toute une partie de la population qui considère qu'un certain nombre de groupes étrangers sont venus faire leur marché en France quand ils ont récupéré les brevets, les technologies. Ils sont repartis et ils ont laissé les sites péricliter. Donc, réindustrialisation de la France sur
un certain nombre de curseurs et qu'une réindustrialisation qui, pour les Français, doit d'abord passer par nos propres forces avant de faire appel aux investissements financiers étrangers. Est-ce que les Français que vous avez interrogés voient des conséquences de la réindustrialisation? Est-ce qu'ils arrivent à les imaginer à court terme? Alors, comme on l'indiquait tout à l'heure, le lien est fait entre déclin d'un territoire et désindustrialisation. Donc, réindustrialisation, pour les Français, c'est le retour de la vie, c'est le retour d'une activité économique. Beaucoup aussi ont pu constater que parmi les nombreux atouts de l'industrie, un de ceux-là, et non des moindres, était le fait que les usines ne s'implantaient pas forcément dans les grandes métropoles. Et donc, il y a une dimension d'aménagement du territoire qui est manifeste. On voit aussi comment les Français considèrent que l'industrie a un effet d'entraînement avec la sous-traitance, mais également avec la capacité à investir dans de la R&D, de la recherche, et donc de faire bénéficier, j'allais dire par un effet de ruissellement, ensuite toutes les autres filières économiques. Donc encore une fois, il y a une maturité assez forte du grand public sur ces questions-là. Maintenant, il faut passer sans doute à l'action, mais l'opinion est mûre. Ouais. Jérôme Fourquet, on vous suit, on vous écoute, on vous lit, on vous voit sur les plateaux, vous êtes sociologue, directeur du pôle opinion de l'IFOP. Bien sûr, il y a ce livre que je citais, La France sous nos yeux. Plus largement, Jérôme Fourquet, parce qu'on a entendu aussi ce matin et parce que, bien sûr, on sait l'urgence climatique à laquelle on fait face aujourd'hui, pas seulement en France, bien sûr. Est-ce qu'on est en contradiction si on parle de ce maintien et de ce développement des énergies renouvelables et de la réindustrialisation du pays? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je citais tout à l'heure les chiffres du cabinet Trendéo. 940 sites industriels qui ont fermé. Dans la même période, 400 ont été étendus ou ont ouvert. Et quand vous faites l'analyse de ces 400 ouvertures de sites, eh bien, vous constatez que toute une partie de ces ouvertures concernent des secteurs qui sont liés à la transition écologique. Économie circulaire, recyclage, tout le secteur des énergies renouvelables. Et donc, là aussi, pour les Français, je pense que ce n'est pas incompatible. Et donc ça, c'est en termes de perception, mais en termes de réalité également. Sans doute que la transition écologique, bien évidemment, il y a des défis pour des filières industrielles entières. Je pense notamment toute la sous-traitance automobile, excusez-moi, parce que le passage du moteur thermique au moteur électrique, c'est bien évidemment des centaines, voire des milliers de pièces mécaniques en moins dans les moteurs. Et donc, quand vous êtes décolteur dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, eh bien, on regarde peut-être ça de manière un peu inquiète, à juste titre. Mais en revanche, et parallèlement, on a aussi de très nombreux nouveaux métiers industriels à inventer, à développer, notamment dans l'accompagnement de cette transition écologique qui va demander des sauts qualitatifs tout à fait spectaculaires. Une toute dernière question, Jérôme Fourquet, rapidement, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé ce matin, de la filière et du démarrage finalement pour revaloriser au fond la filière industrielle, à donner envie aux femmes d'y aller, avoir des vrais postes à responsabilité et non pas des quotas, comme disait madame au 3e rang, je vous avais repéré. Revaloriser effectivement cette filière. Les candidats parlent pour certains d'alternance, de contrats en alternance pour comme ça faire accéder les jeunes à la filière industrielle. On y est, on est en train de trouver aujourd'hui la manœuvre, j'allais dire, pour donner envie à la nouvelle génération d'aller dans ces secteurs. Alors, il y a sans doute une bataille d'images pour montrer là aussi qu'on n'est plus dans les images d'Épinal d'antan et sur la chaîne et les sites qui sentent bon le cambouis et le métal. Mais il y a également un autre levier qui peut être actionné, qui l'est déjà, mais en termes de communication, peut-être pas assez. On a parlé tout à l'heure de la question du pouvoir d'achat. Vous êtes dans des endroits où la paye est quand même plus élevée en général qu'ailleurs. Et sans doute que pour s'adresser à la jeune génération, l'idée de dire eh bien, que le niveau de rémunération est plus élevé dans l'industrie que dans d'autres filières. On a développé dans notre livre la montée en puissance du secteur de la logistique, de la grande distribution, du soin à la personne. On est partout dans des secteurs où il y a de faibles gains de productivité, donc faible hausse de salaire et peu de perspectives d'ascension sociale. C'est tout le contraire chez vous. Et donc je pense encore une fois que dans un pays qui est de plus en plus sous contrainte en termes de pouvoir d'achat,
le fait de pouvoir mettre en avant vos atouts salariaux et les perspectives de carrière qui s'offrent à cette jeune génération serait sans doute tout à fait bénéfique. Merci beaucoup Jérôme Merci Fourquet, merci de m'avoir accompagné, Merci. de nous avoir éclairés également. Merci à vous.